Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, je vous parle pendant quelques minutes d'histoire de l'art. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un artiste que j'apprécie, qui est Eugène Delacroix, de vous parler d'une de ses œuvres et puis vous raconter une histoire qui s'est réellement passée. Alors déjà, vous parler un petit peu du contexte, bien sûr, historique. Donc nous nous situons au 19e siècle. Eugène Delacroix étant un artiste romantique. Alors pour le romantisme, c'est un mouvement en fait culturel qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne et qui va se diffuser ensuite dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusque dans les années 1850. Alors ce style artistique se caractérise notamment par la volonté en fait de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer justement ses états d'âme, la réaction du sentiment contre la raison. Donc, ils vont exalter le mystère, le fantastique, chercher aussi l'évasion, le ravissement dans le rêve, le morbide, le sublime, l'exotisme et aussi le passé. C'est un des rares mouvements artistiques, en tout cas des rares périodes de l'histoire où on va s'intéresser aussi au Moyen-Âge. Bien sûr, le romantisme véhicule des valeurs esthétiques et morales, les représentations aussi d'un idéal ou du cauchemar, d'une sensibilité en tout cas passionnée et assez mélancolique. Vous voyez dans les œuvres que je vous présente, c'est aussi l'atmosphère qui règne dans les représentations, baigner finalement le spectateur dans une ambiance et lui faire ressentir justement des choses, exacerber finalement ses sensations, ses émotions. Alors pour vous parler un petit peu d'Eugène Delacroix, qui était un grand ami notamment aussi de Théodore Géricault, qui a réalisé le radeau de la Méduse. Ce qui va être intéressant ici, c'est parce qu'il va s'inspirer de son ami pour notamment le travail, en tout cas la réalisation de ses œuvres. C'est une époque particulière aussi, puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé, les artistes vont être contre l'académie. Donc la création, le travail aussi de l'artiste va être plus aussi autodidacte, ou en tout cas, même s'il se forme aux Beaux-Arts ou à l'Académie Julian, c'est surtout aussi la recherche et aussi la représentation. On ne va plus forcément s'intéresser à ce qui s'est passé, ou en tout cas même encore une fois à l'Antiquité, mais plutôt à des faits aussi réels, ce qui s'est réellement passé dans leur vie ou dans leur quotidien ou dans l'actualité. Alors à la mort justement de Théodore Géricault, le 26 janvier 1824, Eugène Delacroix devient le chef de file du romantisme. Il a fréquenté les cercles des romantiques, notamment Victor Hugo, Lamartine, et va entretenir aussi des relations étroites. Il va créer justement un style qu'on nomme le style troubadour, qui montre un intérêt justement pour le Moyen-Âge. Pour le style un petit peu d'Eugène Delacroix, donc il a étudié à l'école des Beaux-Arts. Il a une formation aussi qui porte l'accent sur le dessin et les copies aussi des maîtres anciens. Donc il montre dès sa plus tendre jeunesse de toute façon des talents de dessinateur. Ce qui va lui beaucoup l'intéresser aussi dans les années 20, ça va être les chevaux, donc il va aussi faire beaucoup d'études d'après nature. Et également un séjour en Angleterre qu'il va faire. Il va être impressionné par le théâtre de Shakespeare et admire également le peintre John Contable, qui est un paysagiste britannique, qui va beaucoup inspirer son travail par la suite, notamment dans l'exaltation justement des sens, des sensations, des émotions. Il sera bien sûr un artiste reconnu, renommé, il sera même nommé officier de la Légion d'honneur, conseiller municipal de Paris, élu également à l'Institut dans les années 1850, et il meurt le 13 août 1863 à Paris. Et ça reste aujourd'hui un artiste, bien sûr, une référence en tout cas en histoire de l'art. Alors tout ce dont je vous ai parlé va nous intéresser justement pour l'œuvre que je vais vous présenter, qui est la bataille de Nancy. Alors à l'époque, Charles X, le roi de France, va faire une visite à Nancy en 1828. L'année suivante, Eugène Delacroix reçoit une commande en fait du ministre de l'Intérieur, lui demandant de représenter la bataille de Nancy. Le roi va ensuite offrir cette œuvre à la ville de Nancy pour témoigner de sa reconnaissance en fait envers les Lorrains pour leur accueil chaleureux. Les premiers dessins préparatoires que l'artiste réalise datent de 1829. L'œuvre sera terminée en 1831. Elle va arriver seulement à Nancy en 1833. Après le voyage de l'artiste au Maroc, elle va être exposée au salon en 1834. Cette œuvre est la première commande officielle faite à Delacroix, qui sera également présentée à l'exposition universelle de 1855. Je vais maintenant vous analyser l'œuvre et vous raconter l'histoire. Ici, l'atmosphère de la scène est assez obscure. Delacroix représente le moment où la tension est la plus importante, où Charles le Téméraire va mourir. Charles le Téméraire est le duc de Bourgogne, un des princes en fait, les plus puissants de France. C'est le plus influent, possédant de nombreux territoires, notamment la Franche-Comté, la Bourgogne, les Flandres et aussi les Pays-Bas. Et donc il désire conquérir la Lorraine afin de recréer un ancien royaume mérovingien qui était l'Austrasie, pour lui donner comme capitale Nancy. Cette bataille, qui est représentée par Eugène Delacroix, se déroule le 5 janvier 1477. C'est un dimanche, comme la célèbre bataille de Bouvines en 1214.
Mais en vertu de la trêve de Dieu, les chrétiens ne devaient pas combattre ce jour, mais l'Église accepta ce combat qui était présenté comme un jugement de Dieu, opposant les bons, le duc de Lorraine René II, combattant sous l'étendard de la Vierge de l'Annonciation, contre les méchants, l'orgueilleux duc de Bourgogne et ses troupes. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les détails de cette histoire, il y a beaucoup de rebondissements, et l'histoire est basée bien sûr sur les faits des chroniqueurs recensés à cette époque. Alors il est possible que vous trouviez d'autres versions sur internet ou dans les ouvrages. En tout cas, c'est une période où Nancy va être beaucoup assiégée par Charles le Téméraire. René II va d'ailleurs partir à la recherche d'hommes, de soldats, pouvant rejoindre ses troupes afin de l'aider et de pouvoir combattre les Bourguignons. C'est ainsi que le 5 janvier, soutenu notamment par les troupes suisses, René II va anticiper l'attaque des troupes de Charles le Téméraire, les amenant vers l'étang Saint-Jean, un étang qui n'existe plus aujourd'hui, reculant vers Jarville, donc c'est une commune à côté de Nancy. Cette tactique fonctionne, les troupes de Charles le Téméraire s'embourbent avec leurs chevaux dans cette zone marécageuse. Numériquement parlant, les Lorrains à ce moment-là sont plus puissants, environ 15 000 soldats contre seulement 3 000 côté bourguignon qui ont perdu énormément pendant la bataille. Donc elle est presque gagnée, celle-ci, lorsque le comte de Beauzémont va chevaucher vers le duc de Bourgogne. Croyant avoir affaire à un simple soldat, le duc blessé, voulant finalement se replier, son cheval étant fatigué, s'enlise dans les marécages. Donc le duc implore le comte de Beauzémont en disant « Sauvez le duc de Bourgogne » ou peut-être même « Ne me tuez pas, je suis le duc de Bourgogne ». Sauf que le comte est sourd et donc il entend plutôt « Vive la Bourgogne ». Donc il prend ça comme un affront et donc l'assassine de sa lance. À l'issue de ce combat, la quasi-totalité finalement des troupes bourguignonnes est décimée. C'est même un massacre. C'est après 2 jours de recherche que le corps de Charles le Téméraire est retrouvé par les siens le 7 janvier 1477, notamment sa blanchisseuse. Dépouillé de ses vêtements, même son visage dévoré par les loups, il n'est pas vraiment reconnaissable, mais une chevalière montrant le sceau de la Bourgogne et notamment aussi ses ongles, puisque c'est le seul qui portait les ongles longs à la cour, permettent son identification. Son chambellan identifie le corps grâce à ces éléments. René II entre alors victorieux dans sa capitale, Nancy qui est donc très touchée par ces sièges successifs, notamment la tour de la porte de la Crave qui est détruite. Il est alors prévenu de la mort de son adversaire et ordonne que le corps soit enveloppé dans un linceul et ramené à Nancy. Le cadavre est alors déposé dans une maison grande rue, dont la date 1477 est inscrite sur le pavé et rappelle aujourd'hui son emplacement. Pendant 3 jours, donc le corps est exposé et le 11 janvier, le corps est embaumé. Puis le jour suivant, le 12 janvier, eut lieu l'enterrement à la collégiale Saint-Georges, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est disparu. Il est inhumé dans un tombeau commandé par René II. Les dépouilles étaient ensuite transférées le 24 septembre 1550 à l'église Notre-Dame de Bruges, sous la demande de Charles Quint. Donc voilà l'histoire historique. Je vais vous raconter maintenant cette histoire à travers l'œuvre d'Eugène Delacroix. Si vous regardez bien ce tableau, tout y est, les éléments sont là, mais il va être critiqué notamment pour la disposition finalement des éléments qui ne respectent pas l'histoire réelle. Sauf que Eugène Delacroix est un artiste dont les détails ne lui échappent pas, en tout cas il va s'intéresser bien sûr à l'histoire originelle. Et donc il va étudier tous les faits, il va s'intéresser aussi à l'héraldique, à tous les éléments techniques et même les détails de cet événement. Ce qui lui bien sûr va l'intéresser, c'est le côté tragique de la scène et donc va le mettre en avant. Normalement dans une œuvre, une peinture d'histoire, on a plutôt une construction triangulaire, comme on pouvait le voir avant, le sujet principal est au centre. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le sujet est décalé. Charles le Téméraire, vous le voyez, est sur la gauche et il est en train de tomber de son cheval, qui est embourbé, si vous regardez bien au premier plan, on a l'étang Saint-Jean. Et puis le comte de Beauzémont, un petit peu décalé, et sa lance mise en avant par cette ligne, justement, qui casse le rythme général du tableau. L'œuvre est séparée finalement en plusieurs parties. On a à gauche les Bourguignons qui sont soit morts, soit agonisants, et en tout cas à pied, plus bas que ceux de droite qui sont justement les Lorrains à cheval, avec les étendards brandissants, et le cheval blanc qui montre la victoire. Donc on a les perdants d'un côté et les gagnants de l'autre, anticipant justement la suite de l'histoire. Également la ligne d'horizon qui est assez haute, normalement dans une composition, en tout cas même un paysage, on a autant de ciel que de terre. Ici, la ligne d'horizon est surélevée pour accentuer justement cette atmosphère lourde et qui annonce la fin de Charles le Téméraire. Bien sûr, il fait froid, il y a de la neige, donc
bien sûr, il est représenté. C'est au lever aussi du jour, donc les lueurs sont très légères. Et en même temps, on a ce qu'on appelle un brouillard de cimetière qui pèse justement sur la scène. Plusieurs éléments montrent aussi la victoire, donc déjà le cheval blanc, et puis aussi ce soldat que vous voyez qui est en train de ramasser un poignard, qui est également un symbole de victoire et qui montre l'anticipation des Lorrains face aux Bourguignons. Alors René II est sans doute représenté sur ce cheval marron. On en voit par rapport à l'armure qui est assez détaillée et richement ornée. L'intérêt est porté bien entendu sur les deux personnages du premier plan, les deux protagonistes qui mettent fin finalement à la bataille. Ils sont mis en avant par le mouvement des corps et les lignes justement qui, comme je vous l'ai dit, s'entrechoquent pour attirer le regard du spectateur et donner une dynamique à l'œuvre afin d'exacerber les émotions, les sensations face à cet événement tragique. Donc, en Allemagne, le mouvement artistique du romantisme se nomme Sturm und Drang, qui veut dire tempête et passion, de 1777 à 1880 environ. Je vous montre d'autres œuvres caractéristiques de ce mouvement-là, donc bien sûr exagération du côté tragique, dramatique finalement des scènes, pour, je vous l'ai dit, accentuer les émotions, les réactions aussi du spectateur, et puis pour l'artiste en tout cas exprimer lui-même ce qu'il ressent face aux événements. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que cette histoire historique vous aura plu. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à dire ce que vous en pensez, à partager notamment, et puis vous abonner pour suivre mes futures aventures culturelles. À bientôt!